Donc je vous retrouve encore une fois pour la correction des exercices sur l'interaction gravitationnelle en vidéo. Donc le premier exercice, l'exercice 17, page 210, et consiste à modéliser l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune et à la représenter sur un schéma. Donc on vous donne les masses de la Terre, les masses de la Lune, la distance moyenne entre la Terre et la Lune, et la première question consiste à exprimer, puis calculer les normes force exercée par la Terre sur la Lune et force exercée par la Lune sur la Terre des forces de gravitation. Donc la première chose à faire quand on a ce genre de situation, c'est un petit schéma pour illustrer ce qu'on va faire ensuite. Donc on va placer la Terre avec son centre et la Lune avec son centre également. La masse de la Terre est donnée dans l'énoncé, la masse de la Lune également, et on a besoin de la distance Terre-Lune, donc c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, qui est notée petit d dans l'énoncé. Donc petit d égale 3,83 10 puissance 5 km. À partir de là, on peut commencer de répondre aux questions posées dans l'énoncé. Donc la première question, c'est exprimer puis calculer les normes ft sur L et fl sur T. Donc on va commencer par ft sur L. Et la question se décompose en deux parties. On a exprimé, donc c'est donner la formule, et ensuite calculer, donc donner la valeur. Donc on est parti, exprimer, donc je me réfère au cours, la force d'interaction gravitationnelle, on a vu dans le cours, je vous la rappelle ici, F égale G, constante universelle de gravitation, MA fois MB sur R au carré, R représentant la distance entre l'objet qui est placé en A et l'objet qui est placé en B. Pour les unités, je vous rappelle les deux masses en kilogrammes, la distance en mètres, la force en newton et G, on a la valeur dans les unités du système international. Donc on adapte cette formule. Ici, on veut F, alors c'est pas A sur B, mais Ft sur L. Donc c'est G, ça ne change pas. MA, ça va devenir la masse de la Terre. MB, la masse de la Lune, divisé par la distance entre la Terre et la Lune, et je n'oublie pas le carré. Donc le petit r devient petit d au carré. On remplace, donc ça c'est exprimé. Puis calculer, donc on va remplacer par les valeurs. Alors la constante de gravitation universelle, elle est donnée dans le cours, 6,67 10-11, donc elle n'est pas rappelée dans l'exercice. Alors vous n'avez pas à la connaître par cœur, elle vous sera donnée le jour d'un devoir. La masse de la Terre, 5,97 10 puissance 24. La masse de la Lune, 7,34 10 puissance 22, divisé par la distance au carré, donc c'est 3,83 10 puissance 5 km. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on transforme 10 puissance 5 km en mètres directement, donc ça va faire 10 puissance 8, soit je transforme les kilomètres en mètres en multipliant par 10 puissance 3, et je n'oublie pas le carré. Donc ça, c'est équivalent à 10 puissance 8. Je fais le calcul, et je trouve 1,99 10 puissance 20 newtons. Alors, la règle à riper. Donc je voulais souligner le résultat pour le mettre
en évidence. Alors, la deuxième question, la deuxième partie de la question, pardon, c'est FL sur T. Je reprends la formule, ça devient G, MA devient ML, MB devient MT, et sur la distance entre les deux au carré, donc ça devient à nouveau D au carré. Alors si vous regardez bien, on a la même expression que pour FT sur L, ça c'est quelque chose qui est général, hein, c'est la loi de l'action et de la réaction. Donc si on a un corps qui exerce une force sur un autre corps, alors cet autre corps exerce la même force, de même direction, sans s'opposer, même intensité, sur le premier corps. C'est ce qu'on va illustrer dans la question B. Donc F, L sur T, je ne vais pas refaire tout le calcul, hein, c'est exactement la même valeur. 10 puissance 20 newtons. Alors, on vous demande de la question B de représenter les vecteurs ft sur L et fl sur T en précisant leurs caractéristiques et en utilisant l'échelle 1 cm pour 10 puissance 20 newtons. Alors, l'échelle nous montre déjà qu'avec ici nos 10 puissance, enfin nos 1,99 10 puissance 20, hein, ils sont ici, newton, on est dans le bon ordre de grandeur. Donc on a de fortes chances de ne pas s'être trompé dans le calcul. Alors, ensuite, 1,99 10 puissance 20 newton, on va représenter ça par une flèche, un vecteur dont on ne connaît pas encore la longueur, mais ce qu'on sait, c'est que 10 puissance 20 newton, c'est représenté par 1 cm. Donc, c'est un produit en croix, hein, on va trouver 1,99 cm. Alors, bien sûr, 99 cm, c'est pas possible sur une règle. Donc, on va arrondir ça à 2,0 cm. Donc, on prend la règle et on va représenter, donc dans un premier temps, ft sur L. Alors, quelles sont les caractéristiques de ft sur L? Je vous les donne à l'oral, il faudra les noter. Bon, je vais les noter pour ft sur L. Alors, direction. Donc la direction, c'est Terre, Lune. Centre de la Terre, centre de la Lune. Sens. Donc c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc qui subit, c'est la Lune. Donc ça va être le centre, pas le point d'application, le sens de la Terre vers la Lune. Le point d'application, c'est le centre de la Lune. Et l'intensité, donc 2,0 10 puissance 20 newton. Qu'on va représenter par un segment de 2 cm. Donc c'est parti. Voilà. Et on trace un segment. Je vais le décaler un peu pour qu'on le voit un peu mieux. De 2 cm. Donc ça fait par exemple jusqu'ici. Donc ça, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Et je mets entre parenthèses 2 cm. Si je prends F, L sur T, donc la force exercée par la Lune sur la Terre, donc la direction, ce sera toujours Terre-Lune. Le sens, alors le corps qui subit, c'est la Terre cette fois-ci, donc ce sera de la Terre vers la Lune. Il faut que la Lune attire la Terre. Le point d'application, c'est le centre de la Terre, et l'intensité sera également de 2 10 puissance 20 newtons, c'est-à-dire 2 cm.
Alors, je fais la même chose, 2 cm. Donc ça fait cette flèche ici. Donc ça c'est F, L sur T. 2 cm également. Donc, en conclusion de cet exercice, on peut rappeler la loi dite de l'action et de la réaction, ou troisième loi de Newton. Donc de l'action ou de la réaction. C'est pas ou, c'est et. Donc je vous l'énonce, si un corps A exerce sur un corps B une action représentée par le vecteur force FA sur B avec une flèche, alors le corps B exerce sur le corps A une action représentée par FB sur A avec une flèche, telle que FA sur B est égal à moins FB sur A. Donc ça veut dire que les actions ont même direction, sens opposé, même norme. Allez, l'exercice suivant, le 37, page 214, consiste cette fois-ci à donner les caractéristiques du vecteur représentant la force exercée par la Terre sur un satellite, le satellite Spot 5, qui est en orbite circulaire autour de la Terre à une altitude h égale à 820 km au-dessus de sa surface. Donc la première chose à faire, c'est demander à la fin de la question, mais on va le faire dès le début, c'est un petit schéma pour illustrer notre exercice. Donc on a la Terre, donc ici le centre de la Terre et le satellite. Donc je vous rappelle que pour nous la Terre est dans tous les cas un corps à répartition sphérique de masse, donc on peut considérer que toute la masse de la Terre est située en son centre. Le satellite, on rappelle la masse dans l'énoncé, 3,3 tonnes. Et on va, à partir de là, donner l'expression de la force exercée par la Terre sur le satellite. Donc, force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite, c'est G, mt, masse du satellite, sur la distance au carré. Alors, la distance au carré, c'est la distance entre le centre de la Terre et le satellite. Alors, je suis pas très droit. Donc la distance entre le centre de la Terre et le satellite. Voilà, ça c'est petit r. Alors si vous regardez bien, ce petit r se compose de deux parties. Donc il y a déjà le rayon de la Terre ici. Et après on a l'altitude, donc le petit h qui représente l'altitude du satellite au-dessus de la surface de la Terre. Donc petit r, ça va être RT, le rayon de la Terre, plus petit h. Alors, on va déjà le calculer, ça fait petit r égale RT plus petit h. Ça fait 638 10 puissance 3 km plus 820. Et ça fait 7,2 10 puissance 3 km. Alors, petite correction, c'est pas 7,2 mais 7,1 10 puissance 3 km.
Donc on reprend l'expression qui est donnée au-dessus en remplaçant par les valeurs 6,67 10 moins 11 multiplié par 5,97 10 puissance 24 multiplié par 3,3 tonnes, une tonne c'est 1000 kg donc c'est 10 puissance 3 et divisé par le petit r au carré qu'on vient de calculer, alors R, pas R au carré, donc 7,1 10 puissance 3, alors attention kilomètres, il faut que ce soit mis en mètres, donc je vais corriger ici en 10 puissance 6, ou 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, et je n'oublie pas le carré. Et on va trouver 25 348 newtons. Alors on peut se poser la question du nombre de chiffres que j'ai écrits ici, il y en a 5 au total. Si vous regardez bien, les masses nous sont données avec 3 chiffres significatifs. La masse de la Terre, il y a le 5, le 9 et le 7. Le rayon de la Terre, il y a le 6, le 3 et le 8. Et même la masse du satellite est donnée avec seulement 2 chiffres significatifs. Donc on va arrondir ça à maximum 3 chiffres significatifs, soit ft, alors c'est pas sur L mais c'est sur S, égale 2,53 10 puissance 4 newton. Donc on va représenter maintenant sur la force, sur le schéma cette force avec une échelle qu'on doit préciser. Donc pour l'échelle on peut choisir par exemple, alors on aurait pu prendre 1 cm pour 1,0 10 puissance 4 newton, ce qui nous fait un segment de 2,5 cm. Normalement, on aime bien que les vecteurs fassent 4-5 cm. Donc là, on va doubler. On va prendre 1 cm pour 5,0 10 puissance 3 newton, c'est-à-dire 0,5 10 puissance 4 newton. Avec cette échelle là, mes 2,53 10 puissance 4 newtons seront représentés, c'est un produit en croix, hein, on fait 1 multiplié par 2,53 10 puissance 4, divisé par 0,5 10 puissance 4, il nous reste 5,06 cm. Alors je suis obligé d'arrondir ça à la précision de la règle, c'est-à-dire au millimètre, on arrondit à 5,1 mm. Donc à partir de là, on peut représenter la force. Alors, direction, toujours satellite Terre, le sens, qui subit, c'est le satellite qui subit la force exercée par la Terre, donc c'est du satellite vers la Terre, parce que la Terre attire le satellite. Le point d'application, c'est le satellite, qui est ici, et la longueur, ce sera donc 5 cm. Donc voilà à peu près un vecteur de 5 cm. Je le mets entre parenthèses, 5 cm, on dirait 25. Voilà. Et ben voilà, on va passer à l'exercice suivant. Allez, l'exercice suivant, c'est le 45, page 216, c'est la recherche du point neutre entre la Terre et la Lune. En effet, si on réfléchit, donc je prends le système Terre-Lune, et si je prends un objet qui est situé quelque part entre la Terre et la Lune, la Terre va exercer une action gravitationnelle sur cet objet qui va avoir pour effet d'attirer cet objet vers la Terre. Donc quelque chose comme ça.
Si je prends la Lune, elle va avoir comme effet gravitationnel d'attirer l'objet vers elle. Donc, quelque chose comme ça. Donc on se pose la question dans cet exercice de savoir s'il y a un endroit où ces deux forces sont telles que l'objet est globalement attiré par personne, c'est-à-dire que les deux forces se compensent, ce qu'on appelle le point neutre. Alors, première question, c'est l'exercice A. Expression de la norme de la force de gravitation exercée par la Terre sur un objet de masse m. Donc force de gravitation exercée par la Terre sur petit m. Et on dit qu'on note petit d la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'objet. Donc l'expression c'est F t sur m, sans flèche, c'est une norme. Donc on va supprimer la flèche. Égale G, MA qui devient la masse de la Terre, fois petit m, MB qui devient petit m, divisé par la distance entre le centre de la Terre et l'objet qui est petit d, et je n'oublie pas le carré. Deuxième question. Donner l'expression de la norme de la force de gravitation exercée par la Lune sur ce même objet. On notera grand D la distance entre le centre de la Terre et la Lune. Et on vous dit de réaliser un schéma de situation. Donc on va profiter de celui qui est déjà réalisé en haut pour compléter ça. Donc la force de gravitation exercée par la Lune, cette fois-ci, sur petit m. C'est donc F L sur petit m égale G, ml, fois petit m, divisé par la distance entre la Lune et l'objet au carré. Alors, la distance entre la Lune et l'objet, c'est cette distance-là. Si j'arrive à trouver le point, voilà, ce qu'il nous faut, c'est cette distance-là. Ça, c'est le petit r de la formule. Alors, ce qu'on vous donne, c'est la distance entre la Terre et la Lune, qui est grand D, et la distance entre la Terre et l'objet ici, et cette distance-là, c'est petit d. Quand on a fait le schéma, on voit donc que le petit r qu'on cherche, la distance entre la Lune et l'objet, c'est la distance entre la Lune et la Terre, le grand D, moins la distance entre la Terre et l'objet. Donc, le r qu'on cherche, ça va être grand D moins petit d, et je n'oublie pas toujours le carré. La dernière question consiste à exprimer la distance d dans le cas où l'objet est situé au point neutre. Donc donner l'expression, c'est donner la formule. Alors, point neutre, je vous rappelle, ça veut dire que les deux forces, alors en vecteur, elles s'opposent, en norme, elles sont égales. F L sur M égale F T sur M. Donc je peux écrire que G ml fois petit m sur grand D moins petit d au carré
doit être égal à grand G fois mt fois petit m sur petit d au carré. Alors, il y a des choses qui se simplifient parce qu'on les retrouve des deux côtés de la formule, de l'égalité. Donc, par exemple, le grand G. Je peux simplifier à gauche et à droite en divisant par grand G. Je peux également supprimer le petit m. Donc ça veut dire que si point neutre il y a, il est indépendant de la masse de l'objet qu'on y place. Et une fois que j'ai fait ça, il me reste donc ml sur grand D moins petit d, le tout au carré, est égal à mt sur petit d au carré. Donc c'est en gros une équation qu'on doit résoudre en petit d. Donc on va mettre tout ce qui est en petit d à gauche. Donc je vais me débarrasser déjà du petit d qui est en dessous ici en multipliant à gauche et à droite par d au carré. Je l'écris comme ça, donc je multiplie à gauche et à droite par d au carré. Ça me donne, donc ces deux-là vont se simplifier. Celui-là et celui-là se simplifient, donc il me reste ml sur grand D moins petit d au carré fois d au carré égale mt. Et puis, je vais également me débarrasser du ml en divisant à gauche et à droite par ml. Donc ces deux-là se simplifient et il me reste d au carré sur grand D moins petit d au carré égale mt sur ml. Alors, j'ai une fraction de carré que je peux écrire comme le carré de la fraction, grand D moins petit d, enfin petit d sur, ça c'est un grand D, ça, moins petit d, le tout au carré, égale mt sur ml que je vais simplifier en appelant A. Donc, j'aurais dû... Alors... Alors, je peux remplacer les deux carrés à la fraction de carré par la carré de la fraction. En gros, je peux écrire que d au carré sur grand D moins petit d au carré, c'est d sur grand D moins petit d, le tout au carré. Et ça va être égal à mt sur ml. Et je peux supprimer le carré en prenant la racine de tout ça. Donc j'ai grand D moins petit d égale racine de mt sur ml. Et ce truc-là, je vais l'appeler petit a, ce sera plus facile à manipuler. Ensuite, j'ai petit d égale a fois grand D moins petit d. Je peux développer, ça fait a fois grand D moins a fois petit d. Le a fois petit d, là, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc ça me fait d facteur de 1 plus a. Le moins devient plus quand je le passe de l'autre côté, égale a fois petit d. Donc petit d, ça va être a sur 1 plus a fois grand D. Si on fait l'application numérique, on trouve un petit d qui vaut 378 350 km. Donc si on regarde, ça veut dire que le point neutre est très très proche de la Lune. C'est presque normal si on réfléchit, parce que quand on regarde les rapports entre la masse de la Terre et la masse de la Lune, il y a 2 puissance de 10.
Donc c'est tellement en défaveur de la Lune que forcément la Terre est beaucoup plus influente gravitationnellement sur un objet que la Lune. Donc pour que l'action gravitationnelle de la Lune soit importante, aussi importante que celle de la Terre, il faut être beaucoup plus proche de la Lune que de la Terre. Donc dans l'exercice 36, page 213, on va cette fois-ci s'intéresser au champ gravitationnel créé par deux corps qui sont Mercure, la planète la plus proche du Soleil, et le Soleil lui-même. Donc on va comparer la norme du champ de gravitation créée par Mercure à sa surface et la norme du champ de gravitation créée par le Soleil à sa surface. Donc pour ça, on a besoin de rappeler la formule qui permet de trouver l'intensité du champ de gravitation. Donc formule de l'intensité du champ de gravitation. Donc je vous rappelle que le champ, on le note avec un grand G comme ça, hein, c'est celui qu'on apprend quand on est à l'école primaire, et on le calcule en prenant la constante universelle de gravitation fois la masse du corps, et on divise par la distance au carré. Donc on va appliquer ça au champ gravitationnel créé par Mercure, de Mercure à sa surface. Donc j'applique ça, donc je vais appeler ça Gm, donc c'est G fois la masse de Mercure sur le rayon de Mercure au carré, 6,67 10 puissance moins 11 fois la masse de Mercure 3,30 pardon 10 puissance 23 sur le rayon de Mercure au carré 2,44 10 puissance 6, je transforme les kilomètres en mètres au carré et je trouve 3,7 newtons par kilogramme. Je fais la même chose avec le champ gravitationnel créé par le Soleil à sa surface. Donc je l'appelais GS cette fois-ci, c'est G fois la masse du Soleil divisé par le rayon du Soleil au carré, 6,67 10 moins 11 fois la masse du Soleil 1,99 10 puissance 30 divisé par le rayon du Soleil au carré, 6,96 10 puissance 5. Je transforme les kilomètres en mètres, donc je rajoute 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 8, le tout au carré, et cette fois-ci, quand on fait le calcul, on trouve 275,4 newtons par kilogramme. Allez, le dernier exercice est donc celui sur la Station Spatiale Internationale, et l'idée c'est de comprendre pourquoi le documentaire qui a été réalisé sur Thomas Pesquet quand il était à bord de la station porte le titre de 16 levées de soleil. Alors, on commence avec la première question qui est d'exprimer puis calculer la norme F Terre sur ISS de la force de gravitation exercée par la Terre sur la Station Spatiale Internationale. Alors, petit rappel, il est toujours préférable dans ce genre d'exercice de faire un petit schéma. Donc on a la Terre et on a au-dessus la Station Spatiale Internationale ici. Hein. Bon, ça ressemble. Voilà. Alors, le centre de la Terre, la masse de la Terre, la masse de la station,
et je sais que j'aurai besoin de la distance entre la station et le centre de la Terre, parce que la Terre est pour nous un corps à répartition sphérique de masse, donc on s'intéresse toujours à la distance par rapport à son centre. Alors, si je regarde bien, la distance du centre à la station, c'est la distance du centre à la surface, c'est-à-dire RT, le rayon de la Terre, et la distance de la surface à la station, c'est-à-dire l'altitude de la station, qu'on note petit h, équivaut à 415 km dans l'exercice. Donc quand on a fait ça, on peut effectivement répondre à la première question. La norme de la force gravitationnelle, exercée par la Terre sur l'ISS. Donc c'est G, MA c'est ici la masse de la Terre, MB c'est la masse de la station, divisé par la distance entre la station et le centre de la Terre. Égale, donc 6,67 10-11 fois masse de la Terre 5,98 10 puissance 24 ou 97 fois les 420 tonnes de la station, c'est MB, donc 420 et tonnes c'est 10 puissance 3, divisé par la distance, donc R, qui est faite de 6380, alors 10 puissance 3 que je transforme en 10 puissance 6 pour les convertir en kilomètres, plus l'altitude 415, 10 puissance 3, là encore pour convertir les kilomètres en mètres, et je n'oublie pas le carré. Et quand j'ai fait tout ça, eh ben je trouve qu'on est à 3,63 10 puissance 6 newton. La deuxième question consiste à calculer la norme de la vitesse, la valeur de la vitesse de la station sur son orbite. Alors pour ça, on vous dit qu'on a une autre expression de la force gravitationnelle quand on est dans le cas d'une orbite circulaire, qui est F égale mv carré sur R. Donc ça doit être égal à la force exercée par la Terre sur l'ISS. Donc on prend le calcul, on veut V, donc on va isoler V au carré dans un premier temps, à gauche, et ça c'est égal à Ft sur ISS. Alors le M, je vais diviser, diviser à gauche et à droite, et le R, je vais multiplier à gauche et à droite pour les simplifier. Donc il me reste que V au carré, ça va être F terre sur ISS, multiplié par petit r sur petit m. Je me débarrasse du carré ici en prenant la racine. Donc ça fait racine de ft sur ISS multiplié par r sur petit m, la masse de la station. Je vais revenir en haut. On va faire l'application numérique. V égale racine 2. Donc je reprends la valeur que j'ai trouvée. 3,63 10 puissance 6 multiplié par petit r. Donc c'est mes 6380 10 puissance 3 plus 415 10 puissance 3 divisé par la masse de la station qui est de 420 tonnes. Donc 420 10 puissance 3. Et quand on a fait le calcul, alors je vais mettre la racine. Voilà, tout ça c'est dans la racine.
Quand on fait le calcul, on trouve 7662 mètres par seconde. Pour l'avoir en km par heure, je multiplie par 3,6 et je trouve 27 580 km par heure. Bon, la précision est un peu illusoire avec les valeurs qu'on a. On devrait s'arrêter à un maximum 3 chiffres significatifs. Donc voici la vitesse de la station sur son orbite. Alors, la distance parcourue par la station lorsqu'elle effectue un tour de la Terre et en déduire la période de révolution, donc la durée d'un tour. Donc la distance d'un tour, c'est la distance. Donc je prends la station, elle est ici, et elle va effectuer un tour. Donc c'est un cercle autour de la Terre de rayon petit r. Et la distance d'un cercle, elle est donnée par la formule 2 fois pi fois r. Donc 2 fois pi fois toujours les 6380 plus 415. Et on trouve, alors je multiplie tout ça par 10 puissance 3 pour l'avoir en mètres, et on trouve 4,27 10 puissance 7 mètres. Alors, pour avoir la durée du tour, on connaît la distance, on connaît la vitesse. Donc la distance, c'est la vitesse multipliée par la durée. On cherche t, donc c'est L sur V. Si vous n'êtes pas tranquille, vous pouvez toujours faire la pyramide. J'ai V fois T, L, et je cherche T, donc je cache L sur V. Je cache T, je lis que c'est L sur V. Donc 4,27 10 puissance 7 divisé par 7662 et on trouve 5572,5, on peut arrondir à 5572 secondes. Alors, si je divise par 3600, la durée d'une heure, je vais trouver 1, quelque chose. Donc ça veut dire que t est égal à 1 heure. Et pour savoir combien, je fais 5572 moins 3600. Et il me restera 1972 secondes. Alors, c'est pas pratique, 1972 secondes. Donc pour savoir combien il y a de minutes dans ces 1972 secondes, je vais les diviser par 60. Et je trouve 32,8. Ça veut dire que dans 1972 secondes, il y a 32 minutes. Donc je fais 1972 moins 32 fois 60. Et il me reste 52 secondes. Donc 1 heure, 32 minutes et 52 secondes. Allez, on en est à la question 4. Conclure sur le titre du documentaire. Alors, 16 levées de soleil. Ça veut dire que nous, on voit le lever de soleil une fois par jour, le matin. Lui, ça veut dire qu'il doit le voir 16 fois. Alors, pourquoi est-ce qu'il le voit 16 fois ? Si on calcule le nombre de tours qu'il fait autour de la Terre en une journée. Donc, une journée, c'est 24 heures. Donc, nombre de tours autour de la Terre en 24 heures. Donc, on va appeler grand N. 24 heures, c'est 24 fois 3600. Et un tour, c'est 5572 secondes. Donc, on prend la calculatrice, on fait ce calcul-là.
et on trouve 15,5. Donc lui, ça veut dire qu'il fait 15,5 tours autour de la Terre en une journée. Donc on peut arrondir ça à 15 ou 16. Hein. Donc d'après le titre du film, ils ont arrondi ça à 16. Donc il fait 16 fois le tour de la Terre en une journée, ça veut dire qu'il va voir 16 fois le Soleil se lever. D'où le titre du film, hein, 16 levées de soleil. Alors, en s'inspirant de cette méthode-là, on peut se poser la question de savoir s'il y a moyen de satelliser, comme c'est montré dans le film d'Astérix, là, un objet à la surface de la Terre. Donc on reprend exactement le même calcul, et on va arriver au résultat. Je vous donne juste le résultat, vous ferez le calcul, c'est exactement le même que celui qu'on a fait dans la question 2. 1 et 2. Donc, on arrive à une vitesse qui serait de 7911 mètres par seconde, ou 28 000, j'arrondis, 500 km par heure. Donc, il faudrait pouvoir lancer un objet à 28 500 km par heure pour pouvoir satelliser un objet au niveau de la surface de la Terre, encore en limitant tous les autres effets. Par exemple, les frottements de l'air ou n'importe quel objet de hauteur qu'il pourrait rencontrer. Donc bien sûr, hein, c'est rigoureusement impossible au niveau de la surface de